il y en a qui sont dans leur coin et qui font tout pour nous voir échouer. Oh, oh mon Dieu, toi tu sais que nous on n'a pas de problème avec quelqu'un. Oh, donne tout ce qu'il faut pour nous voir tomber là. Au nom de Dieu, ça doit retourner vers eux. Retour à l'envoyant, ça va retourner vers eux. C'est le retour à l'envoyant, ça va retourner vers eux. Retour à l'envoyant, ça va retourner quitter là, ça va retourner là-bas, ça va retourner là-bas. Ok. Bonjour et bonsoir amis auditeurs de My Radio. Bienvenue à ce 21e numéro de Charlène Parlons-en avec pour inviter Monsieur Assalé Temoko Antoine, disons l'honorable Assalé Temoko Antoine, voilà, qui est candidat indépendant pour la mairie de Tiasalé et qui a aussi le député, voilà, actuel et le maire actuel de la commune de Tiasalé. Et son thème c'est quel est le sentiment des candidats indépendants pour cette période électorale 2023. Nous sommes bel et bien jeudi 17 août 2023 et voilà, je suis Charlène Moussou, votre humble modératrice pour ce soir. Monsieur Assalé Temoko, voilà comment va se dérouler votre émission ce soir. Vous allez exposer un temps soit peu sur votre thème et au sortir de tout ce que vous allez dire, nous allons commencer à construire l'émission pour ne pas qu'on aille dans tous les sens. Est-ce que ça peut aller, honorable? Oui, ça va pour moi. D'accord. Merci encore de nous avoir honorés à travers votre présence et voilà, nous sommes tout de suite et voilà, le micro est à vous. Bonsoir, honorable. Bonsoir, madame. Alors, écoutez, je voudrais de prime abord vous remercier de l'occasion que vous me donnez de ce soir m'exprimer sur votre radio depuis Abidjan, avec que vous êtes aux États-Unis, c'est la magie aussi de la technologie. Et donc, le thème que vous avez choisi, à savoir quels peuvent être les sentiments qui animent aujourd'hui les candidats indépendants, est un thème, j'allais dire, important au regard de l'actualité sur le terrain. Il faut dire que moi, je suis indépendant, mais vraiment indépendant, puisqu'il n'appartient à aucune vraie indépendance. Voilà. Et donc, à côté de moi, il y a d'autres personnes qui ont des liens avec des partis politiques, elles aussi se lancent dans la course aux élections régionales et municipales. Et donc, elles également sont dans une dynamique qui, quelque part, rejoint la mienne, puisque en tant qu'indépendant, nous sommes un peu sur le terrain traqués, mais de façon différente. Les uns sont traqués par leur parti politique parce qu'ils les considèrent comme des traîtres. Et puis les autres, notamment moi, je commence par le faire à travers ce qui se passe à Tisalé. Et donc, les sentiments ne peuvent pas être les mêmes. Voilà. Mais aujourd'hui, je pense que tous les candidats indépendants se retrouvent un peu à l'étroit, puisqu'ils sont mis un peu au banc des accusés. Moi, ça ne me concerne pas, cette accusation. Mais d'une certaine manière, on se retrouve dans la même infortune. Et donc, le thème que vous avez choisi va nous permettre, en quelque sorte, de dire les choses qui se passent et qui sont de nature à inquiéter les personnes qui sont désireuses de voir ces élections traduire la maturité démocratique de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, il y a des signaux qui ne nous rassurent pas, mais c'est à chaque jour que suffit sa peine. On va tous se battre pour que les choses se passent au mieux pour les uns et les autres. Voilà donc ce que je pourrais dire déjà en introduction, en attendant que vous me posez des questions qui me permettraient d'aller peut-être un peu plus loin. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Merci bien, monsieur Assalé. Vous avez fait une introduction très brève, mais qui est vraiment profonde. Vous avez scindé en deux parties la persécution que subissent les indépendants en ce moment en Côte d'Ivoire pour ces élections régionales et municipales. Vous les avez scindés en deux. Il y a les indépendants qui sont liés aux partis politiques et vous êtes un indépendant différent. Expliquez-nous un peu votre situation, monsieur Assalé Temoko. Bien, écoutez, la nuance elle est très claire. Les indépendants qui sont issus, ceux qu'on appelle indépendants, mais qui en réalité ne sont pas des indépendants, c'est des gens qui ont sollicité le parrainage de leur parti politique pour des raisons X ou Y, et leur demande n'a pas été agréée et donc on leur a préféré d'autres candidats et donc ils ont estimé qu'ils avaient fait déjà un travail sur le terrain, ils ont estimé que les textes qui régissent leur parti n'ont pas été appliqués et que d'autres considérations partisanes ont primé de sorte qu'ils n'ont pas pu être choisis et donc quelque part frustrés ont décidé de rompre les armas et d'aller affronter les candidats
candidats qui ont été désignés officiellement par les partis politiques. Et donc, ceux-là ne sont pas des indépendants. En réalité, ce sont des personnes qui sont liées à ces partis politiques et qui pourraient, à terme, s'ils gagnent, revenir à la maison avec leur élection, leur victoire. Et donc, il y a ceux-là. Et puis, à côté de ceux-là, il y a Assalé Tchemoko, qui, lui, depuis pratiquement 2016, a conçu un projet dans lequel il a tout décidé de ne pas rentrer dans les appareils politiques ivoiriens parce que il estime que les machines politiques ivoiriennes sont des machines de l'immobilisme, des machines de la pensée unique, des machines où les règles ne sont pas appliquées et donc, par conséquent, un individu qui a un esprit aussi libre comme le mien ne peut pas survivre dans ce genre de machine. Donc, j'ai décidé depuis très longtemps de ne pas rentrer dans ces machines-là, donc d'être véritablement indépendant, de concevoir un projet qui n'a strictement rien à voir avec celui des partis politiques et d'aller affronter ces partis politiques-là sur le terrain en passant un message à une nouvelle population afin de les amener à voter désormais pour leurs propres intérêts et non les intérêts des partis politiques. Et donc, à Thiès-Salé, ça a été fait avec succès puisque j'ai gagné les 2 élections locales là-bas. C'est la première fois que la même personne est élue à la fois maire et député à Thiès-Salé. Et donc, c'est ce discours-là qui a séduit la population puisque les partis politiques, à terme, vont perdre toute leur crédibilité et vont traverser aussi ce que traversent aujourd'hui les partis politiques classiques en France avec le phénomène d'Emmanuel Macron. En Côte d'Ivoire, ça va arriver. Les signaux sont déjà là. Et donc, moi, j'ai vu ça de loin. Et donc, j'ai décidé de ne pas rentrer dans ces machines. Donc, je suis très indépendant. Et donc, je me bats essentiellement pour les raisons pour lesquelles je me suis engagé en politique, à savoir que me mettre exclusivement au service de la communauté, me mettre exclusivement au service de ceux qui m'ont voté, et donc de servir la population au quotidien pour qu'elle comprenne que les hommes politiques sont là à leur service et non pour faire autre chose. Et donc, c'est ma conviction profonde, c'est ma façon de comprendre la politique, et c'est dans cette dynamique que je suis. Donc, je n'ai aucun compte à rendre à un parti politique, je n'ai aucun compte à rendre à un leader de parti politique, je n'ai de compte à rendre que uniquement au peuple qui m'a désigné. Et donc, c'est à lui que je rencontre pratiquement chaque 6 mois depuis que je suis élu depuis 2018. Et donc, voilà les deux dynamiques. Donc, il y a les partis politiques, il y a les militants des partis politiques frustrés qui sont allés pour se plaindre sur le terrain en tant que candidat indépendant malgré les menaces. Et puis, il y a Assalé Tchemoko qui, lui, n'a rien à voir avec ces gens-là, qui, lui, est indépendant parce que c'est un projet qu'il a nourri, qu'il a bâti et qu'il a mis en œuvre. Et donc, il continue dans cette dynamique-là. Voilà les deux tendances qu'il faut définir. Maintenant, les candidatures ont été validées par la CEI. Aujourd'hui, nous sommes dans le contentieux après cette validation au niveau du Conseil d'État. Dans quelques jours, les listes définitives des candidats vont être affichées. Moi, je considère que ma candidature ne souffre d'aucune irrégularité et donc je serai candidat à tous les coups. Et par conséquent, je me prépare sur le terrain avec mes équipes à mettre en place notre stratégie pour aller parler aux populations, pour aller leur présenter notre projet, pour aller leur présenter notre vision, pour aller leur présenter la projection que nous voulons faire à travers Thiès-Salé et au travers de la Côte d'Ivoire pour que demain, nous fassions la politique autrement. Donc, voilà mon projet à moi. Et donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que j'ai le sentiment que une machine a pris peur après que j'ai lutté pour la crise de la data et qu'on me considère désormais aujourd'hui comme une sorte d'opposant qui ne dit pas son nom et que par conséquent, la machine devait se mettre en œuvre pour me broyer. C'est ce que je dénonce depuis quelques jours et je suis dans cette dynamique-là pour aller jusqu'au bout pour que les urnes soient la seule évaluation qui soit accepté après les élections. Voilà sentiment qui m'anime aujourd'hui. Ok. Merci bien, M. Assalé. Parce que nous avons reçu ici en avril dernier, si je ne me trompe pas, oui, en avril dernier, le 30 avril dernier, concernant le sujet de la data. Et vous étiez plus ou moins convaincu que le Parlement, côté RHDP, allait appuyer l'affaire pour que, bon, ça avance et bon, peut-être ça a avancé ou bien, moi je n'ai plus suivi cette actualité, je ne sais pas si mes auditeurs l'ont fait. Mais comme vous êtes avec nous ce soir, est-ce que vous pouvez revenir rapidement dessus puisque ça fait partie des antécédents de ce que vous êtes en train de subir aujourd'hui? Allez-y, M. Assalé. Bien, écoutez, on a tous, j'allais dire, j'ai été le premier abusé par le groupe parlementaire RHDP qui a fait croire à l'opinion nationale et internationale qu'il était dans une dynamique d'œuvrer pour que la vérité soit découverte après la crise de la data en mettant en place une commission d'enquête parlementaire. Effectivement, la proposition de création de l'enquête parlementaire la commission d'enquête parlementaire a été introduite par le groupe parlementaire RHDP. C'est passé en commission. Nous avons discuté, débattu pendant des heures et nous avons amélioré un texte consensuel que nous avons voté à l'unanimité
au niveau de la commission. Le test maintenant devait passer en plénière pour que tous les députés réunis le votent afin que la commission d'enquête parlementaire soit créée. Et donc, ce test-là était programmé pour passer le 28 juin 2023. Malheureusement, dans le dos de tout le monde, le groupe parlementaire RADP est parti retirer le texte du calendrier du Parlement. Et donc, au moment où je vous parle, la commission d'enquête n'a pas été créée parce que le groupe parlementaire RADP a fait volte-face et c'est pourquoi ils ont fait ça. Et par conséquent, les Ivoiriens ont été abusés et la commission n'a pas été mise en place. Et donc, j'ai compris la manœuvre plus tard et j'ai décidé moi-même d'utiliser d'autres moyens en mettant en place aujourd'hui une association de consommateurs dont les documents sont déjà déposés à la préfecture d'Abidjan. Nous attendons d'ici la semaine prochaine, on aura les documents. Et nous allons relancer la bataille contre les sociétés de téléphonie mobile afin que la vérité soit sûre de ce qui s'est passé et que nous sachions ce qui s'est fait dans l'écosystème de l'économie numérique en Côte d'Ivoire. Donc voilà ce qui s'est passé. Le RADP, le groupe parlementaire RADP a usé des manœuvres et a trompé tout le monde. Et dans la nuit, sont allés retirer le test qu'on devait voter en plénière pour créer la commission d'enquête, empêchant ainsi les députés de faire éclater la vérité sur ce qui s'est passé lors de la crise de la data. C'est un obstacle, c'est une obstruction à l'éclatement de la vérité orchestrée par le groupe parlementaire RADP. Et donc, on a compris que c'est le gouvernement de Côte d'Ivoire qui, en réalité, avait pris la décision d'augmenter les coûts en se cachant derrière la TCI. Et le groupe parlementaire RADP nous a permis de comprendre ça au Parlement, puisque, sans aucun motif, ils ont empêché la création de la commission d'enquête parlementaire. D'accord. Merci bien pour ce rappel-là, M. Assalé. Donc, vu une telle machine, étant donné que votre cas d'indépendance n'est pas le cas des autres indépendants qu'on peut voir ou qu'on voit, comment est-ce que vous allez vous en sortir? Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop isolé face à cette grosse machine, M. Assalé? Je pense que d'un point de vue de l'organisation proprement dite sur le terrain, en tant qu'acteur politique, je ne suis pas du tout isolé, puisque je connais le projet qui est le mien, je connais le discours qui est le mien, je connais la force du discours qui passe à ma population à Tia-Salé. Et donc, d'un point de vue du vote en tant que tel, je ne crains pas le retard des urnes parce que j'ai toutes les chances de gagner et de gagner très largement cette élection parce que j'ai un bilan, parce que j'ai travaillé, et parce que je suis l'un des meilleurs élus de la Côte d'Ivoire et que mon peuple comprend les enjeux. Au-delà de ça, ce qui est la problématique, c'est de voir que sur le terrain politique, il y a des individus qui sont au-dessus des lois et pour lesquels on peut mettre la loi entre parenthèses, piétiner la loi sans que les autorités ne réalisent autre mesure parce qu'elles participent à construire cet esprit de violation des lois pour faire aboutir un projet qui est de faire tomber un individu qui devient de plus en plus important dans la Côte d'Ivoire et qui prend la parole et qui dénonce et qu'il faut mettre tout en œuvre avec les moyens de l'État pour le brimer, les moyens de l'État pour l'abattre politiquement. Et donc c'est ce projet qui est en cours. Heureusement, Dieu qui est juste m'a permis, avec mon statut de journaliste d'investigation, d'avoir des données, d'avoir des preuves indiscutables et qui m'ont permis de révéler le complot à la face du monde. Et donc, d'un point de vue de la communication, d'un point de vue de la réalité sur le terrain, c'est moi qui suis en pole position parce que ceux qui piétinent les lois, aujourd'hui n'ont pas la bonne face sur le terrain et on a des difficultés à passer un discours parce que tout le monde a compris dans quelle magouille ils sont, tout le monde a compris dans quel complot ils sont contre un élu qui n'a fait que défendre le peuple de Côte d'Ivoire et qu'on veut sanctionner par rapport à ça. Les Ivoiriens ont compris ça et je pense qu'aujourd'hui, c'est eux qui ont la pression sur eux. Moi, j'ai tout en toute liberté. Quel que soit ce qui va se passer le 2 septembre, j'ai déjà gagné parce que tout le monde entier a compris que c'est l'appareil d'État qui a été mis en œuvre à travers le préfet de Tia-Salé pour brimer un élu au motif qu'il a défendu la cause des Ivoiriens. Et pour moi, c'est une cause noble et si je devais en subir les conséquences, eh bien, ce sera des conséquences qui vont être positives pour moi demain parce que j'ai l'avenir pour moi et je me battrai pour être à un autre niveau dans les années qui viennent. Donc, la défaite ou la victoire le 2 septembre ne signifie pas pour moi quelque chose de très important. Ce qui va signifier réellement, c'est que ça va mettre en œuvre, j'allais dire, mon avenir politique qui commence effectivement le 2 septembre parce que après cette élection-là, j'ai passé une autre phase de mon combat politique et je suis passé au niveau national. Et donc, je ne crains pas la machine qui est mise en œuvre. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Si ils mettent les manœuvres de fraude en jeu, eh bien, ils trouveront des gens sur le terrain aussi pour contrer cela. Et nous allons nous battre pour que la vérité triomphe dans les urnes. D'accord. Monsieur Assalé Semoko, vu ce bras de fer, est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait fusion des sangs à Tia-Salé? En tous les cas, ça ne viendra pas d'Assalé Semoko parce que moi, je connais mes forces. Je sais que j'ai affronté tous les grands partis politiques de Côte d'Ivoire aux élections municipales en 2018, aux élections législatives en 2021, et je les ai battus sans que je juge d'autres moyens que
l'application de la loi. Et donc, moi, j'ai la loi pour moi, j'ai le respect de la loi, j'ai vu au corps, et donc je ferai ce qui est légalement autorisé. Ce qui va se passer après, c'est ceux qui n'ont aucun moyen de gagner les élections de façon propre et qui usent de ruse, qui usent de piétinement de la loi, voire s'imposer au choix du peuple. C'est eux qui vont créer les troubles dans la ville. Et donc, déjà, nous, on est préparés à confronter ce qu'ils veulent faire et on ne permettra pas que les résultats qui vont sortir le 2 septembre ne soient pas ce qui se passe, ce qui a été exprimé dans les urnes par les Ivoiriens. Nous avons les moyens de surveiller cette élection et de faire en sorte que la fraude soit étouffée et qu'elle ne se procède pas. Donc, on ne craint pas qu'il y ait des violences. Nous allons tout faire pour que ça n'arrive pas. Et en tout cas, ça ne viendra pas de nous parce que nous avons un argumentaire et nous avons les arguments pour battre ces gens-là sur le terrain parce qu'ils n'ont absolument aucun argument que revendiquer le nom du chef de l'État comme le seul argument de leur campagne. Et c'est ce qui fait leur faiblesse sur le terrain et nous allons les gagner. Merci bien, M. Assalé. M. Assalé, est-ce que vous pouvez nous expliquer plus ou moins ce qui se passe vraiment entre vous et le préfet de Tiasalé? Alors, ce qui se passe entre moi et le préfet de Tiasalé, c'est que le 5 juin 2023, j'ai découvert que le préfet de Tiasalé m'a menti et que pendant un an, il a neutralisé une procédure que j'avais engagée contre des conseillers qui n'ont jamais siégé, des conseillers du RADP, qui sont conseillers municipaux et qui sont tenus par la loi de siéger au conseil municipal. Pendant plus de 4 ans, ces conseillers n'ont pas siégé. Et la loi dit que quand c'est comme ça, le maire doit saisir le préfet d'une requête en démission d'office des conseillers qui ne siègent pas. Parce que l'article 38 de la loi sur les collectivités, la loi 2012 sur les collectivités, dit clairement que si un conseiller a manqué 4 réunions successivement du conseil municipal, ou bien s'il a manqué plus de 2 réunions sur 3, ou bien sur 4 au cours du conseil de l'année, ce conseiller-là est en situation de démission d'office. Et donc, le maire ou le président du conseil régional doit écrire au préfet à l'effet que le préfet entende ses conseillers et qu'il transmette au ministre de l'Intérieur un rapport motivé sur la base duquel le ministre de l'Intérieur va prendre un arrêté pour les démettre de leurs fonctions parce qu'ils ont refusé de siéger sans motif légitime. Voilà ce que dit l'article 38 de la loi sur les collectivités. Et donc, si le ministre de l'Intérieur prend un arrêté sur la base du rapport du préfet, les conseillers démis de leurs fonctions, en application de l'article 39 de la même loi, ne peut pas être candidat pour les 5 ans qui viennent à aucune élection, ni municipale, ni régionale. Voilà ce que dit la loi. Donc, quand le maire ou le président du conseil régional saisit le préfet n'a pas autre choix que d'entendre les gens et transmettre le rapport au ministère de l'Intérieur. Il ne peut faire autre chose. Et donc, il est saisi depuis le 14 juin 2022 le préfet d'une requête. Pendant un an, il m'a fait croire qu'il a entendu les conseillers en question et qu'il a transmis au ministre de l'Intérieur un rapport motivé pour que le ministre prenne une décision. Le 5 juin 2023, donc un an plus tard, j'ai découvert que le préfet n'a entendu personne, qu'il n'a rédigé aucun rapport, il n'a transmis aucun document au ministre de l'Intérieur. Et qu'à son niveau, pendant un an, il a bloqué toute la procédure que j'avais engagée contre les conseillers, et cela en violation de toute la loi qui lui fait obligation de transmettre. Et donc, quand je découvre ça, j'informe la tutelle, son ministère, on lui demande de transmettre. Il refuse de transmettre et on ne le sanctionne pas. Et les conseillers qui n'ont jamais siégé, finalement, se retrouvent candidats et leur candidature est validée par la CEI et donc ils vont être candidats alors que la loi leur interdit d'être candidats. Voilà le fond du problème. C'est ce qui me pose fondamentalement avec le préfet de Tiasalé. Et donc, en marge de cette affaire, j'ai découvert plus tard que le préfet de Tiasalé a donc manœuvré en usant de dilatoire pour ne pas que la loi s'applique aux conseillers en question parce qu'ils sont RADP et que lui-même était un militant du RADP et il a fait donc sciemment avec la protection de certaines autorités pour que la loi ne s'applique pas aux conseillers en question. Et donc, plus tard, j'ai découvert en avril 2023 que le préfet déclare qu'il a été mis en mission par le gouvernement de Côte d'Ivoire à l'effet de faire en sorte que le 2 septembre, Assalé Timoko ne soit plus le maire de Tiasalé, au motif qu'il aurait défendu les Ivoiriens dans la crise de la data et qu'il a failli créer des troubles à l'ordre public et soulever le peuple de Côte d'Ivoire contre le régime Ouattara. Et que donc le préfet a eu des instructions fermes de l'État de Côte d'Ivoire pour que le 2 septembre, Assalé Timoko ne gagne pas les élections. Donc ça, je l'ai appris par une source introduite et en plus, j'ai pu avoir le document audio du préfet disant ça à d'autres personnes. J'ai produit ces documents-là audio au ministère de l'Intérieur pour leur dire, mais votre préfet ici engage le gouvernement de Côte d'Ivoire dans un complot contre l'élu que je suis en disant que le 2 septembre, il a mission de faire en sorte qu'il ne soit pas réélu. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Le ministère dit que c'est une faute, qu'il a engagé le gouvernement, c'est une faute grave. Mais curieusement, on ne lui a appliqué aucune sanction et on l'a laissé à son poste. J'ai fait les démarches jusqu'au chef de l'État pendant 4 mois. Il n'y a eu aucune réaction pour sanctionner le préfet qui se comporte comme un directeur de campagne du candidat du RADP et qui est là pour donner des ordres aux chefs, aux forces de l'ordre pour surveiller le mec que je suis.
suis en leur disant que je prépare des attaques contre la CEI Salé. Des faits d'une gravité extrême pour lesquels un tel préfet aurait dû être démis en 24 heures, mais 5 mois plus tard, il est encore à son poste. Donc, ayant usé de toutes les voies légales sans résultat, je me suis donc adressé à l'opinion pour l'informer de la réalité qui se passe à Salé. Voilà donc le résumé. L'affaire qui m'oppose au préfet Salé, qui est au-dessus des lois, qui a violé toutes les règles du corps de métier auquel il appartient, mais on ne le sanctionne pas, alors que dans le même temps, une sous-préfet à l'ouest du pays, pour avoir participé à une simple réunion et parler au nom d'une personne qui était candidate, a été débarqué en 48 heures. Mais à Salé, un préfet a agi 50 fois plus grave et tiré l'opinion. Voilà la vérité. Waouh. Monsieur Assalé, vraiment votre histoire me donne la chair de poule. Monsieur Assalé, je vais vous poser une question un peu polémique. Monsieur Assalé Tchemoko, qu'est-ce que vous les avez fait au juste au fait? Pourquoi cet acharnement-là? Est-ce que vous avez mangé un peu les agents? Parce que sur quoi ils comptent pour vous emmerder de la sorte? On sait que vous faites déjà du bon travail au niveau du pays. On sait qu'ils ont un problème avec tous ceux qui sont vraiment pour les Ivoiriens. Ça, on sait ça. Mais est-ce que vous avez mangé au prix défendu? Monsieur Assalé, c'est une question très polémique, vous n'êtes pas obligé de répondre. Non, il n'y a pas, ça me pose aucun problème. Je ne dois rien du tout au régime RADP. Je n'ai jamais profité de quoi que ce soit de ce régime-là. Mais je ne leur ai jamais fait de tort. Bien au contraire. Et donc, je ne leur dois absolument rien. Je ne dois rien du tout à un cadre de RADP, ni à un ministre, ni à qui que ce soit. Je ne leur dois rien. Assalé Tchemoko s'est fait lui-même. Je suis député, mais par mon propre combat, par ma propre bataille sur le terrain. Et c'est mon combat qui m'a permis d'être là où je suis. Je ne dois strictement rien à ce régime-là. Mais je ne suis pas un opposant au régime. Moi, je suis indépendant. J'ai été élu pour défendre le sort des populations. Et je ne fais que le travail pour lequel l'État de Côte d'Ivoire, pour lequel les populations me versent une indemnité. Donc, je ne fais qu'appliquer la loi qui régit ma fonction. Ce que j'ai découvert, c'est qu'ils sont contre ce que je fais parce qu'ils me considèrent aujourd'hui comme un obstacle à la prise de décision impopulaire parce qu'ils savent que je parlerai. Et la crise de la data, ça les a surpris. Et ça les a surpris parce qu'ils n'ont pas vu venir ça. Et ils ont pensé que la décision allait passer comme lettre à la poste. Ils n'ont pas paramétré qu'un indépendant, un journaliste indépendant, un maire élu, un député élu indépendant, allait mobiliser silencieusement les Ivoiriens à refuser une décision et obliger le gouvernement à faire marche arrière. Cette affaire leur reste en travers de la gorge et ils considèrent que tant qu'ils seraient élus, je pourrais toujours continuer à défendre les Ivoiriens et avec la légitimité que j'ai, ils auront du mal à m'atteindre. Donc la décision qu'ils ont prise aujourd'hui, c'est de me retirer ma double légitimité populaire, donc celle de maire et donc de représentant du peuple de Salé en tant que maire et celle de député et donc de représentant de toute la Côte d'Ivoire. Donc ces deux légitimités que j'ai me permettent de parler à haute voix, alors que dans le pays, aucun élu ne prend autant de telles initiatives parce que ils n'ont pas la même liberté que moi. Et donc il faut qu'on me capte de tout ce qui est pouvoir public pour que je rentre dans mon comment dire, je rentre dans ma coquille et que je ne les emmerde plus en dénonçant les décisions impopulaires qui pourraient être prises contre le système. Voilà le fond du problème. Ce qui les fait, c'est pas la mairie qui les intéresse en fait. Ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est de faire en sorte que Assalé Tchemoko ne parle plus. Puisqu'ils ont tenté par tous les moyens de m'enrôler dans leur parti politique. Y compris même en envoyant le préfet de Salé à mon cabinet pour me demander d'aller au RADP. Pendant 5 ans, j'ai refusé d'être dans un parti politique. Donc, ils n'ont pas réussi à m'avoir par cette voie-là. Et donc, aujourd'hui, c'est de faire un braquage électoral pour qu'on me retire la voix officielle et de parler au nom des populations. C'est ça le but de ce qu'ils sont de faire. Sur le préfet de Salé a violé toutes les règles de droit en Côte d'Ivoire, mais on ne le sanctionne pas parce qu'il est l'élément central du dispositif de l'opération qui est prévu pour le 2 septembre. Et donc, si on l'enlève, tout s'écroule. C'est pour ça qu'on ne le sanctionne pas. Parce que dans le même temps, à Beauville, c'est-à-dire dans la même région, là-bas, le préfet a fait son travail en faisant des rapports contre des conseillers qui n'ont pas siégé, y compris un ancien président du conseil régional, candidat du PBACI aux élections régionales. Mais il a été radié parce qu'il n'a pas siégé. La loi lui a été appliquée. Il y a quelques jours, un autre conseiller régional qui est candidat aussi indépendant, il va être radié dans le juge même parce que lui n'a pas siégé. Là-bas, le préfet a fait son travail. Donc, dans la même région, la même loi qui régit le pays est appliquée à des gens à Beauville, mais à Salé, la même loi est piétinée et personne ne parle. Donc, voilà, si vous voulez, la réponse que je peux donner à votre question. Je ne dois rien du tout au régime du RADP. Je n'ai pas été élu par leur soutien. Ils ne m'ont jamais soutenu dans quoi que ce soit. Donc, je ne leur dois rien. C'est pour ça que je ne leur parle droit dans les yeux. Parce que j'explique que quand on gouverne un pays, il y a des choses qu'on fait qui sont bonnes. Et des gens comme nous sont toujours prêts à applaudir cela. Les preuves sont là. J'ai toujours applaudi quand c'est bien fait.
Mais quand c'est pas bien fait, on aura de dire que c'est pas bien fait et que cette décision elle est populaire, il faut la revoir. Toutes deux solutions pour que les Ivoiriens qui souffrent de la cherté de la vie aient leur vie moins difficile. Le faire, c'est pas lutter contre un régime. Le faire, ce n'est pas vouloir ramasser un régime. C'est d'accomplir la mission pour laquelle on nous a élus. Mais je découvre que pour le RADP, on doit revenir au parti unique, on doit revenir à la parole unique. Et donc, Assalé Timoko parle beaucoup. Il faut le neutraliser. C'est ce qui est en œuvre à Assalé aujourd'hui. Et je le dis et je l'assume. Voilà un peu les faits. Bien, monsieur Assalé. J'ai une dernière question pour vous avant d'ouvrir notre causerie à nos auditeurs qui sont venus nombreusement vous écouter. Monsieur Assalé Timoko, est-ce que votre population est consciente de ce que vous êtes en train de traverser? Ah oui. Ma population est choquée. La population est choquée et triplement choquée de découvrir que dans un même pays, un élu qui fait partie des rares élus qui font vraiment le travail pour lequel ils ont été élus, soit aussi combattu, non pas par des adversaires qui utilisent des moyens conventionnels, mais par tout un système. Et c'est la force publique à travers un préfet qui représente le chef de l'État qui combat contre un élu pour avoir fait son travail. Donc, ma population, elle est informée, les chefs ont été informés, toutes les associations qui sont dans la ville, je les ai reçues, je leur ai donné les informations, je leur ai produit toutes les preuves, donc chacun sait exactement ce qui se passe. Et je pense que le silence de mon peuple à tout aller, d'ailleurs c'est ce que je leur ai demandé, de rester silencieux, de ne pas manifester et d'attendre dans les urnes pour aller exprimer leur colère. Parce qu'on leur a dit, j'ai un esprit démocratique, je n'userai d'aucun autre moyen, sinon le prophète est allé. On peut mobiliser les gens pour le dégager, mais ce ne sont pas mes méthodes ça. Moi je suis dans la légalité et je demande à mon peuple de se calmer et d'attendre le 2 pour aller calmement et silencieusement, aller exprimer dans les urnes le message qu'il veut envoyer au gouvernement du Côte d'Ivoire pour leur dire, Assalé Timoko nous représente, nous ne pouvons pas accepter que vous usiez des manœuvres dilatoires, des manœuvres illégales pour l'écarter parce qu'il défend les Ivoiriens. Et donc, je pense que ce peuple-là est conscient et que le 2, il va exprimer un vrai message que le gouvernement va entendre. D'accord, c'est vraiment très sage de votre part. Donc, amis auditeurs, voilà, je vais vous laisser aussi la chance de parler à notre invité parce que c'est bien pour cela que vous êtes connectés nombreusement. L'honorable Assalé Timoko qui nous a fait l'honneur de venir partager avec nous ce qui traverse en ce moment T. Monsieur Traoré Souleymane, je veux vous donner la parole. Allez-y. Bonsoir, présentez-vous et allez-y. Ok, merci Charlène. Je suis Mouloukou Souleymane Traoré à l'état civil, je suis banquier. Je voudrais poser une ou deux questions à l'honorable Assalé Timoko que j'ai écouté religieusement et que je suis depuis très longtemps à la télé parce que j'ai passé les 10 dernières années en Côte d'Ivoire. Donc ça m'a permis de le suivre, ses interventions sur NCI et puis ailleurs. Je crois il l'a dit, il est journaliste d'investigation. Monsieur, je voudrais juste vous demander pourquoi le cumul des postes que vous avez été, je crois, au départ député et puis ensuite vous avez cherché à être maire et maintenant vous êtes député maire et vous cherchez à renouveler votre mandat de maire. Et puis le deuxième point, c'est une observation. Je pense qu'on a un sérieux problème de gouvernance. Je l'ai dit lors de ma dernière intervention sur Mind Radio que la justice était un pilier fondamental pour la démocratie. Et nos gouvernements se ridiculisent énormément lorsqu'ils instrumentalisent la justice. Et lorsque les populations n'ont plus confiance à leur justice, ça devient grave. Je voudrais m'en tenir à ça et puis vous demander de nous faire un rappel sur, c'est vrai, il y a eu la crise de la data, il y a eu également aussi la crise des véhicules qui sont frauduleusement dédouanés. Ça, j'avais marqué un très bon intérêt, je voudrais savoir la suite, mais j'ai comme l'impression qu'il n'y a plus de suite. Si vous pouvez nous actualiser sur ces deux points-là. Et puis le dernier point, c'est le budget des candidats pendant les élections. Bon, je pense ça aurait été bien si on faisait en sorte qu'il y avait un contrôle qui était exercé là et que même des candidats qui auraient fait plus d'un bon score, 5%, 6%, je dis n'importe quoi, seraient remboursés. Mais on n'est pas encore à ce stade en Côte d'Ivoire et c'est dommage que parfois pour des élections, vous avez des gens qui dépensent 500 millions, 800 millions et bien plus, et puis d'autres qui ne dépensent que 30, 40, 50 millions. Donc, c'est vraiment un véritable achat de conscience. Ça, j'en ai discuté avec des amis ici aux États-Unis. C'est la conclusion qu'ils ont tirée. Donc, c'est un peu ces observations-là que je voulais faire et puis demander à l'honorable de réagir. Merci. Bien, merci beaucoup. Je peux aller? Je peux répondre? Bien entendu, allez-y, honorable. Oui, allez-y. D'accord, ok. Bon, sur la question du cumul du mandat, je ne fais que prendre le système à son propre jeu. Vous savez que, en termes de production intellectuelle au Parlement de Côte d'Ivoire, je suis le député qui produit le plus de textes. Je suis à mon 4e texte déposé au Parlement de Côte d'Ivoire.
dans la question du cumul des mandats, des mandats. D'un point de vue philosophique, je suis contre le cumul des mandats. Mais d'un point de vue légal, actuellement, c'est pas interdit. Donc, je considère que, en tant que maire, je ne pouvais pas agir sur le Parlement et qu'il me fallait notre code à mon arc pour aller au Parlement pour défendre cette cause-là, proposer un texte pour régler tout ça. Et donc, je l'ai fait. Les textes ont été déposés depuis pratiquement maintenant 2 ans. Mais je peux vous dire que les textes ont disparu et que c'est le silence le plus total dessus et qu'on ne programme pas mes textes pour qu'il y ait des débats dessus. Et donc, je suis, comme il le dit philosophiquement, contre le cumul des mandats. Mais il faut bien qu'il y ait un texte de loi qui l'interdise. Pour le moment, c'est pas interdit. Et pour que le texte soit pris, il faut qu'il soit au Parlement pour proposer cela. Voilà pourquoi, ayant été élu maire, j'ai voulu aller au Parlement pour faire des réformes qui permettront à notre démocratie d'être plus efficace et qui permettront aux élus que nous sommes de faire le travail pour lequel ils ont été élus. Donc, les textes ont été déposés au Parlement, mais je peux vous garantir que c'est le silence radio depuis 2 ans. Les textes, on m'a dit que la dernière fois au débat parlementaire, le président du Parlement m'a dit que les textes ont été envoyés au chef de l'État pour son avis, et ça fait 2 ans que ce n'est pas de retour au Parlement. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse à partir du moment où c'est encore légal? Eh bien, il faut bien qu'il soit au Parlement pour débattre. Si je ne suis pas au Parlement, en tant que maire, comment il peut agir au Parlement pour prendre un texte pour que le cumul de mandats soit interdit en Côte d'Ivoire? Donc, voilà le sens pour lequel je me suis engagé dans la lutte, la bataille pour les législatives, et que je suis allé au Parlement pour proposer effectivement les textes pour réglementer ces questions-là. Et je l'ai fait. J'attends que les gens votent les textes pour que ce soit interdit formellement et que chaque personne ne puisse se cumuler des postes. Et donc, tant que c'est pas interdit, eh bien, c'est légal. Et donc, on le fait. Voilà un peu l'explication, j'allais dire un peu triviale, que je peux donner par rapport à ça. Alors, la autre chose, sur la question de la justice, eh bien, on constate tous que malheureusement, la justice est un pilier essentiel de la démocratie. Dans notre pays encore, est au stade du balbutiement. La loi n'est pas appliquée avec la même rigueur selon qu'on est proche du pouvoir ou selon qu'on est de d'autres bords. Et donc ça, c'est des constats qu'on peut faire. Et moi, j'en suis une victime sur le terrain. Et je le constate tous les jours à mon corps, à mon âme, à mon corps défendant. Je veux dire, la mort dans l'âme que je découvre tout ça. Alors, au-delà de ça, pour ce qui concerne les budgets de campagne, eh bien évidemment, nous autres, on est des indépendants, on n'a pas les moyens, et c'est vrai. On fait avec les moyens de bord, on se débrouille comme on peut, on fait campagne avec des moyens extrêmement limités. Mais à côté de nous, les candidats du pouvoir, ils peuvent dépenser 50 millions par jour. Et c'est aussi au vu de tout le monde. On essaie 12 agents sort. La dernière fois, j'ai fait une réunion avec les enseignants où je me suis amusé à documenter les dépenses en 16 mois du candidat du RADP à la mairie Salé, qui est DAF d'ailleurs de la santé, ministère de la Santé, qui était l'ancien DAF de l'Éducation nationale. En 16 mois, on a documenté qu'il avait dépensé 798 millions. Avant même la campagne électorale, il a dit près d'1 milliard. Ça, tout le monde le fait. D'où l'argent sort, on n'en sait rien, mais on constate qu'effectivement, ils ont de gros moyens et qu'ils le déploient de façon totalement arrogante sur le terrain. À côté de nous autres, qui sommes des nains, entre guillemets, et qui faisons les moyens de bord. Il n'y a aucune loi qui encadre ça ici, et donc on ne sait pas l'origine des moyens que les gens déploient pour faire la campagne. Et c'est un constat aussi qu'on voit, c'est un élément de mauvaise gouvernance. Il faut bien que des gens comme nous soient au Parlement pour poser la problématique et que peut-être un jour, les députés essaient de jouer l'Europe pour lequel ils ont été élus et votent des tests qui permettent à notre pays d'avancer et que les ressources publiques soient mieux gérées. Voilà les réponses que je peux vous apporter là-dessus. Maintenant, pour la politique qui concerne les voitures non dédouanées, effectivement, c'est moi qui ai fait l'enquête en 2018 pratiquement, qui a révélé le scandale des voitures non dédouanées en Côte d'Ivoire, qui implique jusqu'au sommet de l'État des gens qui sont dans la fraude, qui sont dans le faux et l'usage de faux, y compris même des ministres de la Justice. Et donc, ces faits-là ont été révélés avec documents à l'appui. Évidemment, l'émotion de ces révélations n'a duré que le temps de la lecture. Par la suite, toutes les personnes ont été arrêtées, plus de 22 personnes ont été libérées sans jugement. Certains ont récupéré leur poste et donc la vie a continué. Et ainsi va la Côte d'Ivoire. Ouais. Ok. Merci. Merci bien, monsieur Assalé. Les amis, on va courir avec l'émission. Monsieur Monoko, vous êtes satisfait, je suppose, n'est-ce pas? Oui. Non, je voulais peut-être juste un dernier mot. Il y a quelqu'un du Fonds monétaire qui m'a dit que si la Côte d'Ivoire pouvait sous-traiter la justice et la structure qui attribue les marchés publics, elle serait un pays développé dans moins de 10 ans. Ouais. Ok, merci bien. Monsieur Niali, allez-y. Bonsoir, Charline, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Présentez-vous à monsieur Assalé et allez-y avec vos questions ou commentaires. Ok, merci beaucoup, Charline. Merci à tous les auditeurs, monsieur honorable Assalé. Vraiment, merci d'avoir accepté l'invitation de Mani Radio. Voilà, moi, c'est Yaziel Fred, je suis militant du PPACI. Voilà. Je suis d'abord, excusez-moi, je suis pris. Bon, par rapport à tout ce que vous venez de dire, hein, ensuite, je passe au niveau de l'Assemblée.
ces deux questions, bon, on a séparé un peu une question. Je suis d'abord surpris de tout ce qui se passe à l'Assemblée. Ça donne l'impression que vous êtes pratiquement le seul à vous battre à l'Assemblée, voir passer ces lois-là. Bon, à l'Assemblée, nous avons une opposition qui pourrait plus ou moins s'associer à vous pour, en fait, le faire, que au moins les lois, les projets de loi que vous mettez en place soient soutenus pour qu'on puisse arriver à quelque chose. Mais dans vos dires, c'est l'impression que vous êtes seul. Voilà, et je crois bien qu'il y a eu au moins quelques indépendants là-bas, et vous êtes le seul à vous battre. Et ça, c'est une observation que je fais, peut-être vous encore mieux expliquer à ce niveau-là, parce qu'on croit à la clarté de votre explication, voilà, parce que vous êtes un journaliste d'investigation, donc vous ne parlez pas plus ou moins au hasard. Donc, ce que vous dites, et ça veut je pense que vous êtes en mesure de nous donner les preuves. Mais à ce niveau-là, on aimerait bien savoir, nous qui sommes dans la diaspora, et comme nous ne sommes pas au quotidien au niveau de l'Assemblée nationale, on ne sait pas comment fonctionne ce organisme, comment fonctionne le président de l'Assemblée. Est-ce que la loi dit, il y a des projets de loi qui sont à débat, il y a combien de projets de loi qui ont été présentés par le pouvoir en place, combien de projets de loi qui ont été présentés à l'opposition, et quels sont les projets de loi qui sont passés jusqu'à présent? Parce que, à vous écouter, tout est bloqué. C'est-à-dire qu'on fait sa guide, et finalement, quand ça plaît au pouvoir, on présente deux projets de loi, finalement, on ne sait pas comment ça arrive et comment se font les discussions. Donc, rentrez dans l'antichambre avec nous, faites ressortir des informations pour que nous autres, nous, auditeurs, qui ne sont pas des députés, puissent connaître au moins comment fonctionne au niveau de l'Assemblée nationale. Que ce soit quelques informations qu'on a brièvement sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Ça, c'est un. Deux, je voulais vous poser une autre question pour voir votre approche. Vous parlez des indépendants, candidats indépendants au niveau des élections. Est-ce que vous trouvez que c'est juste la démarche des partis politiques qui rejettent totalement ces indépendants-là et qui les traitent plus ou moins d'être? Est-ce que vous partagez cet avis-là, comparé à vous-même, qui est indépendant, et votre démarche en tant que véritablement indépendant par rapport à eux, qui sont dans une logique, comme vous l'avez dit tantôt dans votre explication, qui vont revenir après. Et lorsque les partis de pouvoir, que ce soit du pouvoir comme de l'opposition, traitent ces indépendants-là, avec eux, dans ce parti, il y a des textes qui sont clairs. Les textes ont été signés par ces candidats-là, et subitement, ils se trouvent à l'indépendant. Moi, je voulais avoir votre approche dessus, parce que les explications que vous avez données plus ou moins étaient plus ou moins ambiguës à ce niveau-là. Voilà ce que je voulais dire, M. Sassane. Et puis, une dernière observation, en ce qui concerne ce qui vous arrive au niveau du RHDP, au niveau du Tia-Salé, je pense que nous qui vous suivons de près au niveau du lancement des NCI, au niveau d'Abidjan, on avait la tendance que vous défendez trop le pouvoir en place. Il y a eu des situations où vous avez pris position sur ce pouvoir-là, et qui plus ou moins a fait tant que vous glissez pour l'opposition. Et on se rend compte maintenant que ce pouvoir-là revient contre vous en force pour vous détruire. Alors, quel sentiment que vous avez par rapport à cela? Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Et nous sommes à l'écoute. Alors, sur la question du Parlement, le Parlement a un règlement intérieur qui est très clair. Ensuite, il y a la Constitution du Côte d'Ivoire qui régit les rapports entre les institutions. Alors, la loi, l'article 77 de la Constitution dit clairement que l'initiative de la loi appartient continuellement au chef de l'État et aux députés. Donc, le chef de l'État fait des projets de loi qui sont présentés par des ministres qu'on appelle les commissaires du gouvernement, donc qui viennent devant le Parlement pour présenter ces textes et qui sollicitent le vote du Parlement. Ensuite, à côté du chef de l'État, il y a les députés qui ont aussi l'initiative de la loi, et les députés, eux, ils font des propositions de loi. Tu dois suivre la même procédure que celle que suivent les projets de loi. Alors donc, au Parlement de Côte d'Ivoire, vous avez trois groupes parlementaires. Vous avez le groupe parlementaire RADP, le groupe majoritaire. Vous avez le groupe parlementaire PPACI et vous avez le groupe parlementaire PDCI. Vous avez le groupe parlementaire UDPCI, mais ils ont rejoint le RADP depuis longtemps. D'accord? Donc il y a trois groupes parlementaires. À côté de ces trois groupes parlementaires, vous avez des indépendants. On était au départ à la rentrée parlementaire 2021, on était 28 indépendants. Mais au moment où je vous parle, il n'y a que fondamentalement deux indépendants. Mais un est apparenté PPACI et donc on ne le considère pas comme indépendant tel que tel. Donc fondamentalement, on peut dire qu'au Parlement du Côte d'Ivoire, il n'y a qu'un seul indépendant qui est réellement Assalé Tcheboko, qui n'a donc aucun lien avec des partis politiques. Voilà le tableau de l'Assemblée nationale. Alors, les propositions de loi que le député fait sont soumises à des conditions. L'article 107, 106, ici de mémoire de la Constitution, dit que les propositions de loi que le député fait ne sont pas recevables si elles entraînent des dépenses pour l'État après leur adoption. Et donc, pour qu'elles soient recevables, il faut que le député propose les moyens par lesquels la loi va être financée si elle est adoptée. L'application va être financée si elle est adoptée. Donc, quand un député fait une proposition de loi, il doit veiller à proposer les ressources qui vont avec. Alors, donc, connaissant cela, et moi-même étant juriste de formation, je connais un peu les textes, j'ai proposé des textes de loi qui ne provoquent pas de dépenses pour l'État.
c'est-à-dire leur application, si elles sont adoptées, ne provoque pas de dépenses pour l'État, absolument aucune dépense. Mais la même loi dit qu'il faut que le chef de l'État donne un avis quand les tests sont proposés par les députés. Mais son avis ne lit pas en réalité le Parlement, mais c'est la procédure. Donc quand j'ai fait les propositions de loi en question, près de 4 propositions de loi que j'ai faites depuis avril 2022, ces tests ont été envoyés au chef de l'État. En principe, ça doit se faire autour de... Il n'y a pas un délai précis, mais ça ne va pas prendre plus d'un mois. Mais ça fait 2 ans que les tests ne sont pas revenus au Parlement. Alors donc, on a posé la question au président du Parlement il y a 2 mois de cela. Il a dit non, qu'il va relancer le chef de l'État pour qu'on ramène les tests. Donc, on a l'impression que le gouvernement a neutralisé complètement le Parlement. Et donc, les députés n'ont plus de liberté de proposer des lois puisque le gouvernement va les censurer sans même qu'il y ait débat. Voilà dans quoi on est actuellement. C'est-à-dire que moi, en tant que député, qui suis payé par les populations ivoiriennes, mon rôle c'est de faire des lois, de voter des lois et de faire des lois. Je fais des lois et on décide de les bloquer et de ne pas les soumettre même à débat. Alors que le seul débat là, ça ne veut pas dire qu'on va voter le texte. On fait le débat. Après le vote, il est politique. Les partis politiques votent selon les instructions données par leur leader. Et donc on peut voter comme rejeter le texte, mais au moins on fait le débat parce que le Parlement c'est la maison du peuple. Donc un texte ne peut pas être neutralisé par le gouvernement. On n'est plus en République. C'est ce que je dénonce. Première chose. Deuxième chose, au Parlement là-bas, je peux vous dire que le Parlement fonctionne bizarrement. Ça, je peux vous le dire. L'opposition elle-même, parfois, a des réactions qui sont surprenantes et moi-même qui me surprennent. Quand le gouvernement envoie le texte de loi sur la presse, il y a un article dans ce texte de loi-là qui dit que quand vous êtes sur Facebook, vous avez une page Facebook ou bien une page Internet, et vous avez un journal, vous avez une activité sur Internet, et que vous faites une communication, vous faites une publication, et que des gens viennent commenter votre publication, et que ces personnes-là diffament des personnalités ou bien des individus, vous, en tant que propriétaire de la page, propriétaire du site, vous êtes responsable pénalement de ce que la personne aurait dit sur votre page, parce qu'on vous dit de réguler votre page. Mais c'est un texte qui est un texte liberticide, qui est la porte ouverte à tous les abus, et quand j'ai vu le texte au Parlement là-bas, j'ai dit que on ne peut pas l'adopter. J'ai fait une proposition d'amendement pour retirer le texte de la loi qu'on devait adopter. Mais tenez-vous bien, l'opposition de Côte d'Ivoire a voté contre moi. Voilà. Et ils n'ont pas voté mon amendement. Ils ont voté contre mon amendement. Et ce texte liberticide là a été adopté. Après, quand j'ai cherché à comprendre pourquoi ils ont fait ça, on m'a dit non, toi tu n'as pas de position, on ne sait pas où tu es, il faut rejoindre un camp d'abord, puis on va prendre une position. Voilà comment le pays fonctionne. C'est-à-dire qu'on n'a pas défendu les intérêts des Ivoiriens par rapport à cette loi-là. On a voulu sanctionner un individu qui est trop libre. Et donc, je peux vous dire que ce qui se passe au Parlement, c'est extrêmement curieux. Il y a eu le texte sur le franc, la monnaie éco qu'on doit créer, qu'on nous a soumis à votation en 2021. Alors que la monnaie est prévue pour être créée en 2027. Moi, en tant que député, j'ai posé la question à la ministre, au ministre du budget, à la ministre des Affaires étrangères, mais pourquoi est-ce que vous vous empressez autant à faire adopter un texte dont l'application va rentrer en vigueur en 2027? En plus, les populations africaines ne veulent pas que la France joue un rôle dans le franc CFA. Et par conséquent, moi, je veux qu'on mette un demande pour retirer l'accompagnement que vous voulez mettre dans le texte. Mais tenez-vous bien, l'opposition n'a pas voté mon amendement, ils ont abstenu. Pourtant, dehors, ils combattent le franc CFA, mais à l'intérieur, pour la première fois, on nous a donné l'occasion de voter par une position claire. L'opposition n'a pas suivi le député indépendant que je suis et le texte a été adopté par 164 députés seulement sur 300, sur 255. Chers frères, voilà l'antichambre du Parlement. Ça fonctionne bizarrement. L'opposition parle dehors, mais à l'interne, au vote, il y a des curiosités. Quand il y a eu la crise de la data, que les prix ont été augmentés, est-ce que vous avez vu les députés de l'opposition prendre la parole? Nulle part. Et donc, je ne connais pas les subtilités de la politique ivoirienne. Je suis très jeune dans cette affaire, mais je constate qu'on ne se bat pas pour la cause des populations. Et que majoritairement, on se bat pour la cause des partis politiques. Et c'est ce que je constate. Voilà la première chose. Alors, la deuxième chose, vous avez dit, Assalé Tchemoko a eu des positions sur des débats sur NCI qui ont laissé croire aux gens que Assalé Tchemoko a défendu le pouvoir. Je n'ai jamais défendu le régime RADP. Je considère que dans la vie, il faut être objectif, il faut être honnête. Les reproches que les gens me font, c'est par rapport à la crise de 2020, quand il y a eu les élections, sur le 3e mandat, où j'ai fait une publication pour dire que seul Ouattara peut arrêter Ouattara. Mais c'est une publication qui prend sa source dans le bon sens. Parce que qui sont ceux qui s'opposaient au 3e mandat, foncièrement? Qui sont ces personnes-là? Mabri Touakus, Amotano, quelques groupes d'autres personnes qui étaient avec Ouattara, mais qui étaient en rupture de banc avec lui. C'est ceux-là qui étaient le fait de lance de la lutte contre le 3e mandat. Mais comment voulez-vous que moi, ça va être beaucoup quelqu'un qui considère qu'il a du bon sens, peut prendre position pour des gens qui n'ont aucune crédibilité et qui mènent un combat auquel
eux-mêmes ne croient pas du tout. Ils ont appelé les Ivoiriens à aller dans les rues. Ils ont dit qu'ils étaient prêts à mourir pour que Ouattara soit pas président. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? C'est pas les mêmes qui sont aujourd'hui avec Ouattara. Mabouri n'est pas retourné au RADP. Amoutaro n'est pas retourné au RADP. Donc, je ne pouvais pas cautionner ce combat parce qu'il n'avait pas de sens, parce que ceux qui le portent n'avaient pas de crédibilité. C'est ce que j'ai expliqué sur le plateau. Mais quand j'ai dit que seul Ouattara peut arrêter Ouattara, mais est-ce que vous pensez que dans le contexte là, il y avait un juge en Côte d'Ivoire qui avait assez de cran, assez de courage pour annuler la candidature de Ouattara? Personne. Donc, j'ai fait faire une analyse qui prend son fondement dans le bon sens et la réalité du terrain. Les gens m'ont tenu rigueur pour dire que j'ai défendu le régime Ouattara, ainsi de suite, comme si j'ai joué un rôle majeur dans le fait qu'il soit devenu président encore après 2 mandats. Donc, c'était des choses que les gens n'ont pas compris et on m'a jugé par l'émotion au lieu de juger le fond de ce que je disais. Aujourd'hui, la vérité, la situation m'a donné raison, puisque finalement, ceux qui ont mené les Ivoiriens à la mort ont trahi même les morts et sont repartis avec le bourreau qui combattait hier, d'après eux-mêmes. Voilà la vérité. Donc, il faut pas qu'on amène le peuple à mener des combats qu'il ne comprend pas. Un combat ne peut porter que si ceux qui sont devant ont du crédit. La preuve, quand on a lancé le CNT, qu'est-ce qui s'est passé? Gbagbo s'en est désolidarisé. C'est vrai ou c'est faux? Mais pourquoi on ne tient pas rigueur à Gbagbo Laurent et ça dit qu'on tient rigueur? Mais parce que Gbagbo Laurent a compris que ceux qui mènent le combat n'ont pas de crédibilité et qui ne sont pas sincères. Le résultat final lui a donné raison, m'a donné aussi raison, puisqu'ils sont retournés tous avec celui pour qui ils étaient prêts à mourir pour le chasser. Voilà les faits. Donc, je n'ai jamais défendu le régime, mais quand le régime pose un acte qui est bon, il faut être honnête en tant que citoyen pour dire ça c'est bon, c'est une avancée. Quand c'est pas bon, il faut dire c'est pas bon, c'est pas une avancée, on vote pas. Regardez la loi sur la nouvelle réforme sur la Constitution qu'ils ont voté récemment au Parlement. Mais en plénière, j'ai voté contre. L'opposition a voté contre. Moi, j'ai voté contre. L'opposition a voté contre aussi. Mais au niveau du Congrès, qu'est-ce qui s'est passé? L'opposition a voté oui pour que moi je sois isolé. Ils ont voté oui, alors que 2 jours plus tôt, ils ont voté non. 2 jours plus tard, ils votent oui. Et moi, c'est mon nom là qui est resté dans la tête de tout le monde. Donc voilà comment on m'isole. Voilà comment tout le monde m'isole. On me livre à la vindicte parce qu'on considère que Assali Tchimoko est un élément extrêmement dangereux. Il n'est pas contrôlable. Il n'est pas dans un camp. Et donc, il fait peur à tout le monde. Voilà la vraie réalité. C'est juste le terrain ici aujourd'hui. Madame, je dis concerne les indépendants des partis politiques. Je n'approuve pas leur démarche qui consiste à déposer leur demande de parrainage en application des textes qui régissent leur parti. Maintenant qu'ils n'ont pas été désignés, ils décident de piétiner les règlements de leur parti. Et par conséquent, leurs partis ont raison de les poursuivre pour dire qu'ils sont indisciplinés. Parce qu'avant de déposer leur demande de parrainage, ils l'ont fait en conséquence de cause. Ils savaient que ça pouvait marcher ou pas marcher. Ils étaient prêts à assumer les conséquences s'ils n'étaient pas choisis. Pourquoi après maintenant, ils refusent la décision qui a été rendue? Peut-être à tort ou à raison, je n'en sais rien. Mais au moins, ils savent qu'il y a des textes qu'ils doivent respecter. Ce que je déplore en réalité, en fait, c'est le manque de cohérence des partis politiques eux-mêmes. Vous savez, Bossuet a dit que Dieu se moque des personnes qui déplorent les conséquences des causes qu'ils chérissent. Ça veut dire quoi? En ce moment, au Parlement de Côte d'Ivoire, le député que je suis a fait une proposition pour régler la question des indépendants. Un texte, j'allais dire révolutionnaire, qui s'il est appliqué, on ne parlera plus de parler de l'indépendant. Parce que le texte dit clairement que si tu es dans un parti politique et que tu es convaincu que si tu proposes ta candidature, tu ne seras pas sélectionné par ton parti politique, 6 mois avant la date des élections, tu démissionnes de ton parti politique et en ce moment-là, tu présentes ta candidature en tant qu'indépendant. Le parti politique ne pourra pas te poursuivre parce que tu as démissionné 6 mois avant les élections, comme la loi va le décider. Cela étant fait, si tu gagnes ton élection, tu gagnes en tant qu'indépendant, la loi t'interdit de venir à ta victoire pour le mettre à ton parti politique. Le texte, il est clair. Il est dans la main de tous les partis politiques au Parlement. Mais aucun parti politique ne veut faire prendre ce texte-là. Parce qu'ils sont tous des hypocrites. Ils combattent les gens, mais ils sont prêts à leur ouvrir les portes s'ils gagnent. Voilà comment la politique est faite en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'elle n'est pas faite dans l'intérêt des populations. Elle est faite sur la base de calculs politiciens qui concourent tous à célébrer le bien-être des acteurs politiques et de leurs organes, sauf celui du peuple. Le texte que j'ai proposé, mais il définitivement la question des indépendants. Si on le vote, c'est fini. Mais ils ne veulent pas le voter parce que chaque année, ils veulent continuer à faire le cinéma. On va les sanctionner, on va les radier. Mais s'ils gagnent, ils vont les intégrer. Donc, ma logique est très claire dessus. Je suis contre les personnes qui ont déposé leur candidature pour avoir le parrainage. Et parce qu'ils n'ont pas été choisis, ils vont contre les partis. Ce n'est pas honnête. Je condamne ça. En même temps, je condamne l'hypocrisie des partis politiques. Tu as la solution dans les mains et tu refuses de l'appliquer pour que les choses changent définitivement. Voilà, chers frères, les réponses que je pourrais donner à vos 3 préoccupations que vous avez soulevées. Merci bien, honorable. Monsieur Niali, je suppose que vous êtes satisfait. C'était beaucoup de questions. Oui, je suis satisfait. Hein. Voilà, je pense que l'honorable Assalé
ces explications, c'est clair. Hein. Comme je l'ai dit, ce qu'il dit est vraiment vrai. Si les partis politiques avaient déposé cette loi-là, on ne serait même pas en train de parler de cela. Je suis entièrement d'accord avec cette démarche. D'accord. Merci, M. Niali. Merci beaucoup pour votre contribution et surtout votre coopération. Est-ce que je peux arracher ici des mots à mon frère Soulé de Paris? L'honorable est à toi. Bonsoir à tous. Vous m'entendez bien? Très bien, on vous entend. Allez-y. Merci beaucoup. Nous avons une attention toute particulière à cette émission. J'aimerais saluer mon très cher frère, l'honorable député maire Assalé Tchimoko, l'homme de conviction que j'ai toujours suivi depuis longtemps et le combat qu'il a embrassé avec la famille Bouki, l'homme rationnel que j'ai toujours apprécié. Sois salué, honorable. Tout me respecte. Bonsoir, monsieur. J'aimerais ici, tout d'abord, avant de commencer, saluer tous ceux qui sont connectés et avant de poursuivre, poser quelques questions à l'honorable parce que je l'ai suivi avec beaucoup d'attention, comme je dis précédemment. Il a dit ceci qu'il a beaucoup touché, qu'il a vaincu indépendant en Côte d'Ivoire et aujourd'hui il est resté le seul. Et donc c'est comme un combat de David contre Goliath. J'ai trois questions à poser à l'honorable et je vais être très précis pour ne pas être très long. Honorable, est-ce que vous pensez pouvoir emporter ce combat-là face à ce que vous savez en Côte d'Ivoire, puisque vous-même vous l'avez dit que nous ne sommes plus en République. Vous l'avez dit dans vos propos que on n'est plus en République. Est-ce que vous pensez, quand vous voyez les cas d'école où l'on contraint des députés à basculer, des maires à basculer au RHDP au forfait, en les intimidant, en les menaçant, en coupant les maires de ce budget? Il a vu avec le cas de Mamadou Koulibaly, votre homologue, votre collègue député d'Adjapéché, de maire d'Adjapéché, ne trompe pas. Avec toutes les pressions, avec certains députés qui ont fait des témoignages, vous disant qu'ils sont contraints d'adhérer au RHDP. Je ne vais pas aller jusqu'à cette posture émotionnelle parce que l'émotion n'existe pas en politique. Mais vraiment, vous m'excuserez d'employer cette phrase. J'ai beaucoup pitié de votre combat parce que vous menez un très bon combat, mais vous n'êtes pas soutenu. Vous n'êtes pas du tout soutenu par vos confrères à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes sûr de pouvoir arriver au bout de cette lutte-là? Première question. La deuxième question est la suivante. Au niveau de votre commune, plus précisément, nous suivons de très près. Nous voyons la pression que vous subissez. Nous voyons comment le préfet et Saro, au nom de ce prérogative que lui confère la loi, décide d'être un militant à visage découvert du RHDP, avec toutes les missiles que vous avez envoyées au ministre de l'Intérieur, à toutes les autorités qui sont au courant, mais il y a un silence radio complice qui est là aujourd'hui. Est-ce que vous ne pensez pas, avec tout ce que nous avons vu au moment des recensements, où ils ont convoyé des personnes, on a vu les bus, est-ce que vous ne pensez pas qu'ils vont vous déloger au sens propre du terme, puisque la mission, elle est déjà, la feuille de route, elle est déjà là. Voilà. La troisième question, elle est la seconde pour terminer. J'aimerais vous poser une question. Vous avez dit que beaucoup de personnes vous en veulent parce que vous avez défendu une position, une posture concernant M. Ouattara en 2020. C'était vraiment logique. Vous avez bien expliqué votre position. Mais même moi-même, je vous parle aujourd'hui, j'avais un petit peu de graissement dans la tête. Je me dis, mais comment il peut basculer comme ça, il a fait le jeu. Mais je m'aujourd'hui, merci beaucoup à tous les membres de cette radio, ces personnalités de cette radio-là, qui ont permis de pouvoir échanger avec vous directement pour poser cette question-là. Monsieur Assalé Tchimoko, honorable, est-ce que vous n'êtes pas fait pour votre vie? Ma première question est là. Quand vous voyez les précédents, quand vous voyez les persécutions, l'emprisonnement, quand vous voyez comment on accuse des opposants et puis on les met en prison, en vous paraphrasant, on n'est plus en République. Et quand on n'est plus en République, vous savez que personne n'est là pour vous défendre. Mais vous devez cette compagnie pour, c'était même ma question est déjà terminée, que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont avec vous. Le combat de l'attaque que vous avez mené, vous avez dit un petit peu que les Ivoiriens ont beaucoup à dire et ils ont peur. Est-ce que malgré, si vous n'êtes plus maire de Côte d'Ivoire, c'était à Calais, est-ce que vous allez continuer votre combat pour le peuple de Côte d'Ivoire? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur, pour votre série de questions. Alors, la première, est-ce que je ne me sens pas trop seul à mener un combat qui, c'est comme le combat de David contre Goliath, tout le système s'est levé. Écoutez, je pense que il faut toujours continuer à se battre. Je suis convaincu que nous sommes à la fin d'un cycle en Côte d'Ivoire, d'un cycle politique. Une page va se tourner, la page de l'ancienne façon de faire la politique va se tourner très bientôt. Je ne connais pas l'échéance, mais les signes sont devant nous et c'est irrévocable, c'est irrémédiable. Et donc cette conviction que
nous sommes à la fin d'un cycle, me met dans la disposition à continuer à me battre. Même si j'ai l'impression que le système est complètement inactif et que je suis un peu esselé, je suis isolé dans le combat que je mène. Il faut toujours espérer que ceux qui ne parlent pas sont les plus nombreux et que ceux qui ne parlent pas sont des gens de bien et qu'un moment viendra où tout ce monde-là va dire enfin ça suffit, il faut qu'on fasse autrement parce que on a perdu beaucoup d'années à tergiverser, à louvoyer avec les règles de la démocratie et que le temps est venu enfin qu'on fasse autrement. Il y avait une sorte de chape de plomb sur tout le pays depuis 98 jusqu'à maintenant. On a connu toutes les crises qu'on a connues. On a déconstruit pratiquement la nation ivoirienne. On a déconstruit la formation des jeunes. On a déconstruit la conscience des populations ivoiriennes et on a fait en sorte que ce peuple-là tue en lui toute sa fierté de revendiquer son bien-être. Et donc, c'est une machine, c'est un appareil qui a été installé, qui était dans tous les camps politiques, qui a été mis en œuvre et heureusement, comme chaque chose a une fin, nous sommes pratiquement à la fin de ce cycle-là. Et donc, cette conviction-là me place dans la volonté de continuer à me battre, malgré que les faits sont têtus, sont devant nous et que les choses ne bougent pas. Mais je n'ai pas encore 50 ans, donc je pense que s'il ne m'arrive pas malheur, il m'arrive pas malheur dans les années qui viennent, j'ai au moins 20 ans de vie active devant moi, en bonne santé, et par conséquent, on peut continuer à mener des combats sur cette période-là. Et donc, il ne faut pas reculer, il faut continuer à le faire, même si on a l'impression qu'on parle seul. Mais je sais qu'ils sont nombreux, même les députés, même les maires, même dans tous les partis politiques, des Ivoiriens qui n'acceptent pas ce qui se passe. Mais il y a tout d'intérêt à protéger. Comme je vous l'ai dit, nous étions 28. Pratiquement aujourd'hui, je suis le seul qui parle. Les maires, on était 27. Pratiquement tous sont partis. Tous les maires, pratiquement, sont partis au RADP. Je suis pratiquement resté le seul maire en tant que tel indépendant. Tu n'appartiens pas à un camp politique et tu agis en tant qu'indépendant. Et donc, je pense que cette posture-là d'indépendant-là commence aujourd'hui à permettre aux Ivoiriens de comprendre à quoi c'est un élu. La crise de la data a révélé quelque chose que les Ivoiriens ont découvert, à savoir qu'un député, il a un rôle important à jouer dans une communauté. Et ça, c'est un élément important. Et aujourd'hui, les Ivoiriens commencent à percuter sur cette question-là et de plus en plus vont être exigeants vis-à-vis de ceux qui vont se présenter à eux pour chercher à être députés. C'est un élément extraordinaire qu'on a pu créer dans le pays. Et je sais qu'ils sont nombreux les Ivoiriens qui attendent beaucoup d'élus au tournant en 2026 quand ils vont aller se présenter pour les législatives. Parce que enfin, grâce à un indépendant, on a compris à quoi sert un élu dans ce pays-là. Et c'est pas rien du tout. C'est une avancée majeure. Et dans l'esprit des Ivoiriens, ça mijote, ça infuse. Et je pense que ça va produire dans quelques années un bon résultat par rapport au vote pour pousser le peuple à voter utilement et à choisir maintenant les gens en fonction des engagements qu'ils portent, en fonction des valeurs qu'ils portent et non pas parce qu'ils viennent au nom d'un parti politique ou au nom d'un président du parti politique. C'est quelque chose de très important que nous allons capitaliser pour que demain, ça ait un effet au plan national. Voilà la première chose. La deuxième chose, la machine a mis en place un projet qui est déclaré à Saleh Tchimoko le 2 septembre, puisque toutes les démarches que j'ai faites en respectant les lois, puisque je me dis qu'on est dans un état de droit, toutes ces démarches-là ont été vouées à l'échec. Je n'ai récolté que silence, voire mépris et même moquerie, puisque, comme je l'ai dit, comme le dirait La Fontaine dans son poème Les animaux malades de la peste, selon que vous êtes puissant ou misérable, les jugements de cour vous feront noir ou blanc. Voilà. Et donc, je suis indépendant. Je n'ai aucun appareil politique derrière moi. Et donc, on considère qu'on peut me brimer. Mais ce que les gens ont oublié, c'est que Saleh Tchimoko, c'est une conviction. Ce que je vis à Tchassalé comme pression. Ce que je vis depuis 5 ans comme pression. Et même malgré ça, j'ai tenu. C'est parce que je porte des valeurs extrêmement fortes. Et qu'on ne peut pas me corrompre. En tout cas, pas avec l'argent pour m'avoir. Sinon, je serais déjà parti au RADP. C'est pas les propositions qui ont manqué. Ce que je pense, c'est qu'un élu est au service d'une communauté. Et qu'en dehors de cette vocation-là, un élu ne sert plus à rien. Et moi, je considère que le 2 septembre, ce que j'ai enseigné aux populations de Tchassalé, ce que j'ai sémé dans leur esprit depuis 6 ans maintenant, la façon de faire la politique que je leur ai montré, elles sont des choses qui ont un fondement extrêmement solide et qui vont permettre d'aller envoyer un message extrêmement fort au système le 2 septembre. Quelle que soit la machine qu'ils ont mise en place, nous avons l'intelligence pour nous, pour pouvoir faire en sorte que cette machine soit descendue. Et je n'ai pas donc peur de ce qui va se passer le 2 septembre. Nous allons donner les moyens de contrer
ce système-là. Parce que vous avez dit, je suis journaliste d'investigation, donc j'ai toute une équipe de journalistes à ma disposition et nous allons mettre en place les moyens d'observation pour que cette élection-là soit l'une des plus suivies en Côte d'Ivoire, celle de Tessalit. Toute la Côte d'Ivoire aura les yeux sur Tessalit parce que la communication que j'ai faite récemment n'avait pas pour but de faire partie le préfet parce que je sais qu'ils ne vont pas l'enlever parce que c'est un système. Il est un élément important du dispositif de fraude qu'ils veulent faire. Le 2 septembre, donc, on ne peut l'enlever. Il est à la retraite depuis 2 ans. On le maintient à son poste alors que des jeunes secrétaires des préfectures sont assis là. On les montre pas. Mais ceux qui sont à la retraite sont maintenus à leur poste parce qu'ils ont des missions politiques à jouer. Ça, on le sait. Donc, je n'ai pas parlé pour qu'on le débarque. J'ai parlé pour que l'opinion s'émeuve et que l'opinion jette un coup d'œil à Tia Salé. Je pense que du point de vue là, l'objectif a été atteint. La vidéo que j'ai faite, aujourd'hui, elle a atteint pratiquement 1 million de vues en moins d'une semaine. Donc, vous voyez que les Ivoiriens suivent ces choses-là. Et c'est ça le plus important, que tous les regards soient à Tia Salé et ça va freiner le projet de fraude parce que eux-mêmes, aujourd'hui, sont fragilisés parce qu'ils ont découvert que j'ai tout découvert et que en montrant à l'opinion les preuves indiscutables d'un complot en préparation et dont le préfet est le maître d'ouvrage, cela les a fragilisés et nous allons exploiter ça pour les battre dans les unes, pour envoyer le message de la Nouvelle Côte d'Ivoire à tous ceux qui sont au sommet de l'État. Voilà pourquoi on continue de se battre. Et ensuite, j'embrasse sur votre dernière question. Vous avez dit, si je suis battu le 2 septembre, si on me dégage le 2 septembre, est-ce que cela met fin à ma carrière politique? Bien au contraire, je l'ai dit dans ma conférence de presse. Le 2 septembre, quel que soit le résultat, ça va être le démarrage de ma vraie carrière politique. Parce que en ce moment-là, j'aurai tout compris et donc je vais maintenant orienter mon combat sur ces éléments-là pour que dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, quand le système ancien qui est en état d'agonie pratiquement en train de finir va se retirer, en ce moment-là, le message qu'on va porter, qui va infuser dans l'esprit des Ivoiriens, va pouvoir nous permettre d'avoir des élus qui viennent pour servir le peuple et non des élus qui vont utiliser les moyens de l'État pour brimer les faibles, pour faire en sorte que la justice ne juge que ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre et pour faire de la Côte d'Ivoire un État qui va être un État au service de tous ses enfants. Et donc le 2 septembre, quel que soit le résultat, je vais m'armer de courage et maintenant me projeter sur la Côte d'Ivoire. Parce que c'est ça le projet en réalité. Que je gagne à Salé le 2 ou que je perde, à partir du 2 septembre, je me projette dans la Côte d'Ivoire de demain. Parce que je me vois en train de jouer aussi un rôle important dans ce pays, dans les 5 ans, dans les 10 ans, dans les 15 ans qui viennent. Et donc, c'est pas le 2. Ils pensent qu'ils vont m'abattre le 2. Ils ne pourront pas m'abattre le 2. Bien au contraire, ils vont faire naître un nouvel individu avec beaucoup plus de conviction pour qu'ils se battent encore plus fort pour le pays de demain. Voilà, chers frères, les réponses que je pouvais vous donner. Merci bien, honorable. Monsieur Soule de Paris, je suppose que vous êtes satisfait. Honorable, je voulais vous demander une dernière faveur avant votre mot de fin. Pour ce frère-là qui a vraiment basculé depuis la dernière fois quand il vous a entendu pour les data, qui a changé son discours carrément en vous concernant et quand il fait ses directs, quand il s'agit d'Assalé Tiomoko, il ne dit que de bonnes choses. Je pense qu'il est celui-là même qui a tiré Soule de Paris à cette émission. Avec votre permission de lui donner 1 minute de parole et vous allez donner votre mot de fin. Est-ce que vous me permettez? Okay, merci. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Ok. Allez-y, KGB le gourou. Vous avez 2 minutes. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur Assalé Tiomoko. Alors, c'est avec plaisir. J'ai pris mon temps pour vous écouter et je vous suis de très près depuis, comme la sœur l'a dit la fois dernière, j'ai changé ma position vis-à-vis de vous et vis-à-vis de votre manière de voir les choses. Et j'ai été vraiment choqué d'entendre les propos de faits, ok, à votre enfant jusqu'à aller même vous insulter. Ça demande pas A plus B que la manière dont les choses sont gérées en Côte d'Ivoire, c'est avec une bassesse. Et moi, ça m'a choqué. Parce que je n'ai pas compris qu'un préfet peut se mettre au bas niveau, qu'aller descendre dans la boue pour vous attaquer entre vous en tant que maire, un élu local du peuple. C'est pas vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas venu parce qu'on vous a voté ou bien on vous a choisi pour être là. Non, c'est les Ivoiriens, le peuple, ok, le Tia Salé qui vous a donné, ok, cette force-là pour être là. Et lui ne peut pas se permettre de vous parler comme ça. Et moi, vraiment, ça m'a vraiment touché. Et j'aimerais vous apporter aussi ici mon soutien, ok, et vous dire que à chaque fois que j'aurai l'opportunité de faire des lives, de parler de vous, je parlerai de ce monsieur-là, de ce monsieur Bakaba Kone, ok, et je lui ai même déjà dit, il ne peut pas aller faire ça dans son village, ok, donc ils apprennent à respecter, ok, les gens chez eux, dans leur localité, c'est très important. Pas à se respecter. La Côte d'Ivoire, c'est pas un champ de cacao de quelqu'un. Ça pour nous tous, ça nous appartient. Mais quand on vous donne l'opportunité d'être dans une localité où vous n'êtes pas fils de
de la région, je pense, ma part, que vous devez faire attention à tout ce que vous faites. Mais quand même, monsieur Alassane Tchemoko, quand même, rester calme et silencieux, face à ces accusations graves portant sa personne. C'est pas pour accuse des data qu'on va vouloir lui porter le coup de massue. Moi, je trouve que c'est méchant. Et je le dis aux citoyens, on ne peut pas gouverner un pays comme ça, c'est pas possible. Et il faut que chacun de nous se réveille sur ce point-là. Merci beaucoup, ma frère. En tout cas, M. Assalé Tchemoko, merci beaucoup. Continuez le combat. On assume c'est juste merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, monsieur Assalé, voilà, vous avez un nouveau fan dans votre club, hein. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Je suis heureux de la fin. Okay. Merci bien, monsieur Assalé. Donc, chers amis auditeurs, nous sommes carrément à la fin de cette émission. Nous étions au 21e numéro et nous avons eu pour inviter monsieur Assalé Tchemoko. Monsieur Assalé, les commentaires viennent, ça pleut. Je vais vous lire rapidement un, voilà, venant de monsieur Eddy, docteur Eddy. Il dit que je suis dans le train et je lui dis félicitations, bon débat. Quelle leçon il tire de son engagement? Quelle est la leçon que vous tirez maintenant de votre engagement? S'il y a une leçon que j'ai tirée, une leçon que j'ai comprise, c'est que effectivement le peuple de Côte d'Ivoire est demandeur de liberté, est demandeur de démocratie, est demandeur de transparence, est demandeur de justice. Ça, je le sens partout où je passe par rapport aux propos que les populations tiennent à mon encontre, qui tiennent quand elles me voient. Le peuple de Côte d'Ivoire est un peuple qui bouillonne à l'intérieur et qui veut du changement, qui veut que les acteurs politiques soient vraiment à son service. Et ça, c'est la grande leçon que j'ai tirée. Et ça m'a reconforté dans la conviction qu'il a mienne aujourd'hui, qu'il l'a renforcée. Et je me dis qu'il faut que de plus en plus, on se mette au service de nos populations. Parce que ce sont elles qui font le pays. Et si on décide de faire la politique, on doit vraiment être au service de la population. Et ne pas faire la politique pour des partis politiques ou pour des groupes politiques au détriment des intérêts de la communauté. C'est la grande leçon que j'ai tirée de mon engagement politique sur le terrain. Et ça m'a rendu très fier de découvrir ça et de voir que les personnes me voient, elles sont heureuses parce qu'en fait, elles découvrent un élu illégal, mais qui utilise les lois à disposition. D'accord. Merci bien, honorable. Honorable, votre connexion est en train de vaciller. Je pense qu'on ne va pas plus demander. Allez-y avec votre... il commence à pleuvoir ici. D'accord. Donc, je voudrais remercier Man Radio et puis tous les Ivoiriens qui se sont connectés, qui ont suivi cette émission. J'ai été très heureux d'échanger avec ces frères qui sont dans la diaspora, très loin d'Abidjan, et de leur apporter des informations qui pourront aussi leur permettre de comprendre un peu ce qui se passe sur le terrain. Je pense que c'est ensemble qu'on doit s'engager pour notre pays. Ce qu'il faut éviter, c'est les violences. Ce qu'il faut éviter, c'est les troubles. Ce qu'il faut éviter, c'est de perturber la tranquillité des Ivoiriens. Il faut qu'on se batte dans la légalité, qu'on ait tous les moyens à notre disposition pour pouvoir amener le pays à changer. Assalé est aujourd'hui peut-être isolé, mais dans plusieurs villes, il y a beaucoup d'Assalés qui attendent l'occasion pour se révéler et savent que les choses vont changer puisqu'un système va prendre fin et que d'autres Ivoiriens vont sortir de nouveaux visages pour amener la bataille pour le bien-être du peuple de Côte d'Ivoire. Voilà mon mot de fin. On va aller aux élections et j'ai pris pour que les choses se passent au mieux pour tout le monde, qu'il n'y ait pas de violence et que ceux qui sont désignés par les Ivoiriens soient ceux qui sont été vraiment désignés par les urnes et pour qu'ils aient une vraie légitimité et non des gens parachutés et imposés par la ruse, la violence et la fraude. Voilà mon mot de fin. Je vous remercie. Infiniment merci, honorable Assalé Tchemoko Antoine. Merci d'être venu à ce 21e numéro de Challenge Parlons-en pour nous éclairer sur les sentiments que prouvent nos candidats indépendants pour cette élection 2023. Merci à vous tous qui étiez connectés nombreusement du côté de Zoom, Zeno et aussi surtout de notre conférence call. Et voilà, honorable, c'est vraiment avec un réel plaisir que je vais vous souhaiter bon vent, mais surtout que Dieu veille sur votre vie et celle de votre famille très proche. Que Dieu veille sur vous pendant tout ce laps de temps là, jusqu'au 2 septembre. Et Amen. Amen. Merci beaucoup. Voilà, moi je suis impatiente de voir Assalé Tchemoko après le 2 septembre. J'ai suis impatiente. Tout à fait. Donc, bon vent à vous, bonne chance. Allez, merci beaucoup. Et bonsoir chez vous. Oui, et à très bientôt. Quand nous on se réveille les matins, c'est Dieu nous prie pour avoir notre paix. Nous on n'est pas des saints,